Salut les sportifs, c'est Armano. Alors juste avant de commencer cet épisode, je voudrais déjà m'excuser platement. La technique nous a fait un petit peu de défaut pendant l'enregistrement de l'épisode avec notre invité. Du coup, vous allez entendre que le son de notre invité n'est vraiment pas régulier. Nous avons fait le maximum pour essayer de réguler tout ça, mais après tout, l'essentiel, c'est que les propos soient compréhensibles, et c'est le cas. Donc ajustez un petit peu le bouton du volume de votre appareil, mais ne vous inquiétez pas, ça ne dure que quelques minutes. Le reste de l'épisode est juste parfait. Allez, je vous souhaite une bonne écoute, on lance ce nouvel épisode. Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour m'accompagner dans cet épisode, mon co-animateur Olivier De Scooter est toujours avec moi. Salut Olivier. Salut Armano. Et pour ce nouvel épisode, nous recevons un triathlète de haut niveau qui revient de loin, mais on va détailler tout ça avec lui. En tout cas, je voulais accueillir et saluer Johan Rodriguez. Salut Johan. Salut à tous, merci de me faire intervenir dans votre podcast. Mais je t'en prie. Alors, en tout cas, nous avons une tradition dans ce podcast, c'est de laisser la parole à notre invité pour qu'il se présente. Alors, dis-nous tout. Qui est Johan Rodriguez ? Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Quelle est ta relation avec le sport ? Et puis, après, on reviendra un petit peu aussi sur ce que je disais tout à l'heure, le fait que tu reviennes de loin. Alors, donc j'ai 29 ans. Je suis né en 92. Je vais avoir 30 ans cette année. Mon rapport au triathlon, il a commencé très très jeune parce que mon papa en fait depuis très longtemps. Donc depuis que je suis jeune, je vais sur les courses. Moi, j'ai attendu quand même assez longtemps avant de me lancer dans le triple effort parce que j'ai commencé par la natation à l'âge de 4 ans. Et puis après par le cyclisme et ensuite vers 18-20 ans, j'ai fait du tri. Donc voilà, qu'est-ce que je fais dans la vie professionnellement ? Donc je m'entraîne beaucoup, mais c'est pas ça qui me rapporte de l'argent. Donc je suis entraîneur, je fais des programmes d'entraînement, donc à des athlètes que j'entraîne, particulièrement des athlètes qui font de l'Ironman. Je donne des cours à la fac de Saint-Étienne en STAPS, donc je suis vacataire. Et puis j'ai quelques heures aussi à Décathlon à Saint-Étienne. C'est vrai que les semaines sont très remplies. J'ai la chance de tout faire graviter autour du sport qui est ma passion et c'est rempli, mais c'est quand même très très cool et c'est pas énormément contraignant pour moi. Alors attends, revenons un petit peu sur ton passé de sportif. Tu dis que tu as commencé par la natation avant de switcher vers le triathlon, mais qu'est-ce qui a fait en fait que tu es passé de ce sport à cette discipline avec 3 sports ? Quelle a été chez toi l'étincelle qui a tout déclenché ? Avant de faire natation, triathlon, j'ai fait du cyclisme en fait en compétition pendant quelques années. Et on va dire que le triathlon m'a toujours un peu fait de l'œil, mais voilà, ça s'est fait comme ça, on va dire. Il y a pas forcément de raison à ça. J'ai toujours été un peu dans ce milieu-là. Voilà, j'ai changé un peu au gré de mes envies dans mon adolescence. Et puis ouais, arrivé vers 18-20 ans, je m'y suis mis, quoi. Et du coup, dans l'autre sens, pourquoi tu t'y es pas mis plus tôt finalement ? Parce que c'est vrai que si par un papa triathlète depuis tout petit, enfin, je pense à Sam Laidlow qu'on a eu sur le podcast, qui aussi a des parents triathlètes. Lui, il a commencé le triathlon à 4 ans, quoi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'y es pas mis aussitôt ? Tes parents t'ont pas spécialement poussé à ça, j'imagine ? C'est ouais, pas forcément. C'est une excellente question. Déjà, en fait, à la base, je faisais que de la natation et j'ai arrêté vers 13-14 ans parce que j'en pouvais un peu plus et je me suis mis au cyclisme. Et je pense que c'était un peu un ras-le-bol de la natte et du coup, faire du triathlon, ça impliquait de continuer à nager. Donc ouais, je pense que c'est pour cette raison-là. Et puis du coup, vers 17-18 ans, j'ai eu de nouveau envie de nager et puis bon, là, pour le coup, j'ai vraiment eu envie de partir sur le triple effort. Ouais. Puis après, a priori, courir, ça t'a pas trop compliqué ? Ouais, si courir c'est compliqué, même. C'est vrai. Mais en fait, c'est là où ça va un peu le moins vite, on va dire pour moi. Et puis je suis quelqu'un un peu de perfectionniste, donc je me prends un peu la tête dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient courir comme je cours, même après mon accident. Mais voilà, moi j'ai jamais été pleinement satisfait. Donc on va dire que j'ai dû assez régulièrement mettre un peu en perspective ce que je faisais et accepter, tolérer et puis être satisfait aussi. Donc voilà.
En même temps, parce que voilà, t'as commencé la natte à 4 ans, le cyclisme à 13 ans, donc voilà, t'avais des grosses bases. Mais je veux dire, bon, apprendre à courir, a priori, c'est quand même le sport qui est encore le moins technique, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que je voudrais pas en frustrer certains, mais, mais c'est vrai qu'a priori, ouais, c'est un sport un peu moins technique, quoi. Ouais, c'est plutôt un parcours atypique que tu nous racontes là, parce qu'en général, les cyclistes se mettent à courir et puis il manque plus que la natation pour faire du triathlon, ou les coureurs se mettent à rouler pour croiser les entraînements et puis il manque plus que la natation pour se mettre à l'entraînement. Là, toi, tu as nagé, puis roulé, et maintenant tu nous dis, bah, la course à pied, ouais, c'est un peu parce que c'est obligé dans le triathlon, quoi. Non, pas du tout. Non, non, j'adore absolument courir. C'est peut-être même, je t'aime moi non plus. C'est-à-dire que moi je l'aime, mais elle, peut-être elle m'aime un petit peu moins. Mais j'adore vraiment courir. Non, non. C'est bon, ouais, alors dis-nous un petit peu juste qu'on se situe parce que tu dis voilà, je suis pas un très bon coureur machin, mais tu peux nous donner un peu tes temps ou quoi. Enfin, t'es quand même tu fais partie du haut niveau, donc c'est quoi pour toi tes temps sur je sais pas un 10 km, un 20 km, un marathon Alors avant l'accident, j'étais à peu près en 34-30 au 10 km. Ok. Et là maintenant, j'en ai refait un au mois de mars, j'étais en 37-40, donc bon, c'est sûr que c'est quand même pas pareil. Et puis hier par contre, j'ai fait une bonne séance, j'avais 1000 et puis 5 fois 2 fois 3 du coup, et j'étais tout à plus de 20 à l'heure, donc on va dire que j'ai bien reprogressé depuis le mois de mars où j'avais couru Ok. T'as une VMA de combien? Ça parlera peut-être à certaines personnes du coup. ouais, franchement, je sais pas, je dois être entre je sais pas, peut-être 20, 21, j'en sais rien. Ok. Bon, ce qui est quand même déjà très très bon. Ouais, Hein, je donc veux dire. effectivement, c'est le plus dur la course à pied, mais, mais comme tu disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui aimeraient courir comme toi. Donc je pense que c'est pas mal. Ouais, exactement. Je me satisfais maintenant. Bon alors, ceci étant dit, tu nous as quand même pas dit où est-ce que tu évoluais dans le triathlon en ce moment. Donc t'es plutôt sur du court, sur du long, t'es plutôt athlète de haut niveau. Comment est-ce que t'évolues dans le triple effort? Là, par exemple, je vais à Fréjus le week-end prochain, je vais faire la D1. Le 28, je vais faire la longue distance. Je vais alterner un peu les calendriers. Honnêtement, à la base, je devais vraiment parcourir. On m'a dit que je ne referais pas de tri, donc vous dire, là aujourd'hui, je vais essayer de rendre service à mon équipe sur les D1. Je m'entraîne en conséquence, donc essayer d'être le plus performant possible. J'ai aussi envie de faire quelques longs parce que je prends du plaisir sur ces distances-là. Voilà, mais après, vous en dire un petit peu plus, c'est un peu compliqué. Je sais pas non plus trop le niveau que je vais avoir aussi parce que j'ai couru un petit peu l'an dernier, mais c'était vraiment le tout début et ça voulait pas dire grand-chose, quoi. Juste pour repréciser peut-être pour ceux qui nous écoutent, quand tu dis la T1, c'est quoi exactement? Alors du coup, ouais, effectivement, je l'ai pas précisé. Donc en fait, c'est le championnat de France de première division. Donc du coup, normalement, il y a 16 clubs et là cette année, il y en a 18 avec les différentes années Covid. Donc en gros, c'est les clubs de première division qui vont s'affronter sur des formats sprint. Donc il y a 5 étapes et donc en fait dans chaque course c'est une course individuelle, mais c'est le classement des 3 premiers de chaque équipe qui va déterminer le classement de l'équipe en fait. Ouais. Et donc c'est des distances sprint, voire super sprint. Hein. Enfin, ça va toujours super vite. Ouais, alors c'est exclusivement des distances sprint. Donc c'est 750 mètres, 20 km à vélo et puis 5 à pied. Et ça va effectivement très très vite. C'est des parcours qui sont propices à aller vite parce que c'est souvent très plat, que ce soit en vélo et en course à pied. Voilà. Et alors, tu me disais que à la fin du mois, tu vas enchaîner sur un long. Sur les distances longues, t'es sur quoi? T'es sur du semi-Ironman, de l'Ironman, de l'Ironman labellisé ou de la distance longue version championnat de France? Ouais, donc c'est distance L en fait, pas de XXL. Ok. Pour l'instant, j'ai pas refait de labellisé. J'en referai peut-être en fin de saison à voir. Voilà. Ok. Et on en parlait un petit peu en off, mais avant qu'on aborde le sujet un peu crucial de l'épisode, comment est-ce qu'on vit de son sport de haut niveau? Alors, tu nous as dit en présentation que tu coachais, tu donnais des cours, tu vas chez Decat, enfin, tu as des heures chez Decat. Est-ce que le statut de sportif de haut niveau ne suffit pas à assumer ton quotidien? Ah ouais, bah complètement. Et puis après, faut aussi se dire que j'ai l'emploi du temps d'un athlète qui s'entraîne énormément, donc un athlète de haut niveau. J'ai pas les performances d'un athlète de haut niveau, donc Pas encore. pas encore. On verra, mais aujourd'hui c'est la réalité.
Et donc j'ai pas aussi ce que pourrait avoir, et c'est très normal, un athlète de haut niveau aujourd'hui. Et même ceux qui le sont ont parfois du mal à s'en sortir. Mais moi, je me plains vraiment pas, parce que quel que soit ce que je fais, je suis hyper content de le faire. J'arrive à m'entraîner beaucoup. La semaine dernière, j'étais à 28, celle d'avant, j'étais à 29. Voilà. Donc, je me plains pas. J'arrive à gagner ma vie, et ça me plaît énormément comme ça. Et c'est vrai on en parlait encore avec Dylan Magnin dans un épisode précédemment, qui fait partie du top 100 au classement PTO. Et il a un job à temps plein à côté, quoi. Et en plus de ça, un job de nuit. Donc caser ça en plus des horaires, enfin c'est dingue, quoi. Donc le triathlon, effectivement, c'est parfois le triathlon haut niveau, s'il y a un côté un peu ingrat. Après, ça dépend un peu d'une fédération à l'autre, etc. Mais c'est vrai que souvent, c'est quand même énormément de sacrifices et d'investissement en termes d'entraînement. Et après, t'as pas forcément, t'as pas le salaire d'un footballeur, quoi. Ouais, exactement, ouais, exactement. Après, moi, je considère pas vraiment que ce soit des sacrifices, parce que en soi, ce matin, je me suis levé, j'ai fait des programmes d'entraînement, j'ai été nager avec les copains, je suis revenu, j'ai été roulé, et puis là, j'ai retravaillé. Là, on a un podcast. En soi, dans cette journée, y a rien qui est contraignant, il y a rien qui est un sacrifice. En fin de semaine, je vais après juste. Franchement, moi, j'aime ma vie comme ça. Je suis d'accord avec toi, mais potentiellement, tu pourrais dire, le footballeur, il fait un peu pareil, tu vois. Voire il s'entraîne même peut-être un petit peu moins. Et bon, il aura un salaire de footballeur. Ouais, certes, mais bon, de toute façon, c'est une réalité économique, culturelle. Et puis si moi, à mon échelle, je me mettais à rager entre guillemets sur ces individus-là, je perdrais du temps que j'aurais pas pour m'entraîner. Ouais, ou tu jouerais au foot, quoi. Ouais, puis à mon avis, au-delà de jouer au foot, faut être bon au foot. Ouais, non, mais voilà, voilà, on va dire que c'est une situation de vie qui me convient actuellement, qui conviendra peut-être pas dans quelques années, parce que forcément, il y a aussi les projets perso voilà, qui viendront peut-être se greffer. Mais pour l'instant, je le sais, c'est une réalité. Dans pas mal de sports, on gagne plus que dans le tri, mais c'est pas un problème. Bien sûr, et puis de toute façon, voilà, enfin, je pense que quand tu fais du sport au niveau, c'est bon, tu le fais rarement pour l'argent, quoi. Ouais, donc du coup, toi, en termes de revenus, on l'a dit, tu fais des plans d'entraînement, tu donnes des heures chez les 4. Est-ce que, malgré le fait que tu nous dis très humblement, tu n'as pas le niveau de certains sportifs de haut niveau, tu es quand même aidé d'un côté par ton club, par la fédération ou par l'État français en tant que détenteur de ce statut de sportif de haut niveau? Non, juste je suis aidé uniquement par mon club. Donc on a les courses qui sont payées, on a l'équipement qui est fourni, on a les licences, etc. Voilà. Après, je me débrouille pour les entrées piscine, parce que j'habite à Saint-Étienne et mon club c'est à Chambéry. Donc, Ça fait un peu loin. Ouais, ça fait un peu loin. Ça fait un peu loin, donc potentiellement j'aurais les accès aux infrastructures, mais du coup non. Et voilà, mais j'arrive à me débrouiller. Ouais. Ok. Et du coup, j'imagine qu'il y a aussi peut-être une recherche de sponsors, etc., ou ça te permet peut-être de compléter un peu les fins de mois, ou pas du tout. Pas forcément. J'aime pas énormément ceux qui sont un peu dans cette démarche-là quand ils ont pas, j'estime, le niveau nécessaire pour. Moi, je fais en sorte professionnellement de pouvoir subvenir à mes besoins et d'avoir avec ce que j'ai, suffisamment, on va dire. Si j'ai la chance d'avoir quelque chose qui arrive, ça peut être un partenariat vélo, un partenariat sur des chaussures, etc. C'est avec plaisir. Mais voilà, c'est pas. Je connais des athlètes qui sont bien meilleurs et qui ont rien, et je trouverais plus normal que eux aient quelque chose par rapport à moi, quoi. Ok. Bon, beaucoup d'humilité en tout cas dans ton discours, mais c'est bien. Je pense que c'est important effectivement. Ok. Et alors, tu fais du coaching aussi. C'est quoi? T'as une formation là-dedans? Comment t'as commencé à faire du coaching? Ouais, en fait, j'ai un master STAPS, donc entraînement et optimisation de la performance. Et donc en fait, donc sur ma dernière année de master, j'ai créé donc ma boîte qui s'appelle Trioman.
Et donc j'ai fait mon stage de fin d'études dans ma propre boîte entre guillemets. Et c'est de là qu'en fait est parti le projet. Avec l'accident, on va dire que ça a remis un petit peu en cause parce que du coup, d'une part, j'ai eu du mal à travailler quand même pendant un certain temps. Et puis il y avait pas de course également. Donc après l'accident, en fait, j'ai contacté Christophe Bastille. Je sais pas si vous connaissez cet individu, qui est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps et je lui ai demandé voilà s'il était partant pour essayer de me faire revenir à un très bon niveau et puis également si on pouvait travailler ensemble. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire l'année dernière et puis cette année j'ai commencé moi à travailler sous le nom Multriman entre guillemets. Ok. Alors justement, on a beaucoup parlé de l'accident. On reviendra peut-être sur l'impact financier que ça a pu avoir pour toi dans la suite de l'épisode. Mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé, ce fameux accident dont on a déjà longuement parlé pendant ces 15 premières minutes? Que s'est-il passé et quelles ont été les conséquences? En fait, donc c'est arrivé le 17 mai 2020. J'étais à vélo et c'était la semaine après le déconfinement le dimanche. Et en fait, c'est une voiture qui m'a renversé. Voilà, donc j'ai eu une très grosse plaie à la cuisse. En fait, j'ai la cuisse, les muscles sur le devant, c'est le quadriceps, et derrière, c'est les ischio-jambiers. Et en fait, les quadriceps sont composés de 4 muscles, et moi, les 4, ils ont été rompus net. Donc ça a créé une très très grosse hémorragie, et puis c'est pour ça que j'ai failli, on va dire, j'ai failli y rester parce que j'ai perdu énormément de sang. Donc ça, c'était la grosse blessure un petit peu. J'ai eu de la chance, je suis tombé sur un chirurgien qui a tenté le coup, on va dire, de rafistoler un peu mon quadri. Donc il a tenté un truc quoi. Mais il était pas hyper sûr de lui et quand je me suis réveillé, il m'a clairement dit que voilà, le triathlon c'était fini et que ça serait cool si ça pouvait cicatriser un peu pour pouvoir marcher quoi. Donc du coup, c'est vrai que coup dur quoi quand on sort de réa et tout. Et puis après, s'en est suivi 6 mois où j'ai dû me faire réopérer, donc je suis resté dans un centre de rééducation, etc. Puis après voilà, la vie est revenue un petit peu à la normale, enfin gentiment on va dire à peu près au mois de mars-avril 2021 quoi. Donc voilà pour le très gros quoi. Attends, mais parce que c'est bon, là tu nous l'as fait en résumé. Là tu nous as plombé le moral, mais non, c'était non, pas. non, mais il y a dû avoir, je veux dire, dans ta tête, il a dû se passer des trucs de dingue quoi pendant tout ça, avec toutes ces étapes. Déjà, il s'est passé quoi avec cette voiture? Moi, je me suis pris une voiture il y a pas longtemps, elle a pas mis son clignot, tu vois. Ouais. Alors... Bon, heureusement, voilà, ça a pas été clairement, c'est incomparable avec toi, mais déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que toi, tu t'as fait une connerie ou c'est vraiment la voiture qui était 100% en tort? Ouais. Est-ce qu'il y a un truc déjà qu'on peut apprendre de ça? Ouais, non, c'est la voiture qui était 100% en tort. Moi, j'ai absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé, donc je redis ce qu'on m'a déjà dit en fait, et voilà, en fait, c'était sur une grande ligne droite, donc moi j'étais à droite avec mon vélo, et le monsieur venait d'en face, et lui voulait tourner à gauche, donc ça impliquait de passer sur ma voie, et vous dire comment c'est arrivé, mais enfin il m'a pris presque de face du coup, et voilà. J'en sais à peu près pas plus, mais c'est ça, et je pense que c'est un virage qui est pas hyper serré, donc en fait il a pas dû beaucoup ralentir, et donc il a dû me prendre, je sais pas moi, peut-être 40, 50, et moi j'arrivais en vélo, donc peut-être 30, j'en sais rien, 30 ou 40 aussi, donc l'impact il a été, j'imagine, un peu violent quoi. Et du coup, comment est-ce qu'ils ont pu expliquer que tes muscles étaient rompus? Parce que même en cas de choc violent, en général, les muscles se rompent pas comme ça. Donc, tu as touché une glissière de sécurité, t'es passé à travers le pare-brise de la voiture. Comment ça s'est passé? Alors, on n'a pas vraiment de réponse. Moi, j'ai mon cadre du coup qui a été coupé en deux. Donc, je me suis dit peut-être que c'est le cadre, la partie coupée qui a du coup coupé la jambe.
peut-être que c'est le pare-brise, peut-être que c'est un bout de tôle qui était du coup avec la déformation qui a laissé un côté un peu coupant. Je saurais pas vous dire, et personne n'a vraiment su le dire. Peut-être l'automobiliste en question, mais je sais pas, je l'ai pas vu, donc je sais pas. Et parce que toi, ton dernier souvenir, c'est quoi? C'était ça sur ton vélo en ligne droite et puis. Non, le dernier souvenir, c'était le dimanche matin. J'avais dormi avec mon petit cousin et on avait fait une soirée le soir avec mes cousins. Enfin voilà quoi. Mais en fait, j'ai pas de souvenir du dimanche matin jusqu'au mardi matin à peu près, ou mardi après. Donc le moment où tu t'es réveillé, où t'as commencé, parce que t'avais déjà fait quelques kilomètres, j'imagine. Tout ça, c'est zéro souvenir. Ouais, zéro souvenir absolument. Ouais. Même le matin, on avait été se promener et tout, et ça, je me rappelle pas. Ouais. Ok. Wow. C'est dingue. Et du coup, j'imagine que j'imagine que t'as perdu connaissance et que t'étais pas conscient quand t'as été évacué à l'hôpital. Alors, il semblerait que si. Et alors, mais ça, c'est pareil. J'ai aucun souvenir. C'est les pompiers qui l'ont dit. Apparemment, ils arrivaient pas à m'endormir. Je pense que j'avais une hémorragie qui était trop importante, donc le produit il faisait que passer dans mon corps, quoi. Et après, quand j'étais en réanimation, là, j'ai forcément dû m'endormir à ce moment-là, quoi. Ouais, donc on peut dire que tu reviens de très 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 loin. Est-ce que tu peux partager avec nous justement ces premiers moments après l'opération quand tu vois le chirurgien? Tu nous en as parlé rapidement, tu nous as dit que le chirurgien t'a annoncé que triathlon tu peux oublier, et puis peut-être même déjà marcher, on n'est pas certain. Donc tu avais une ou deux jambes qui étaient touchées, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête, hormis, j'imagine, un effondrement total? En fait, j'avais tout le côté droit qui avait ramassé. J'avais clavicule, omoplate, j'avais la main, j'avais dans le genou, j'avais 2 ligaments aussi qui étaient rompus. J'avais un rein qui était abîmé, mais j'avais le côté droit, quoi. En fait, quand je me réveille, je vois mes parents qui me regardent d'un air hyper triste, mais vraiment sérieux, comme je les ai rarement vus, quoi. Donc je me rends compte qu'il y a un petit truc, mais j'étais complètement shooté, donc ouais, c'est dur de remettre des sentiments sur ce moment-là précis, mais je m'en souviens bien. Et en fait, le chirurgien, quand je me réveille, il vient me voir et je lui pose cette question du triathlon et il me répond pas. Et ça m'énerve un peu. Et du coup, après, je le revois le lendemain en face-to-face et là, je lui dis, mais du coup, ça se passe comment là? C'est quand je refais une course. Et là, il m'a dit, non, mais là, gros, là, faut penser à pas refaire de course là. Et donc là, effectivement, là, c'est le monde qui s'effondre parce que c'est juste ma passion, c'est juste ce qui me fait tout simplement vibrer dans la vie. Et enfin, que ça s'arrête comme ça aussi abruptement, c'est absolument terrible. Et puis en plus, c'est un sentiment d'impuissance énorme parce que on est dans un lit, on peut pas bouger, on est complètement shooté. On se dit mais putain, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Et donc voilà, mais en fait très très rapidement je me suis dit mais non, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide de quand j'arrête ou quand j'arrête pas. Donc je me suis tout de suite mis en fait dans une démarche de je vais revenir et je vais refaire des courses et je veux de nouveau être fort et j'aimerais bien être plus fort qu'avant. Donc on va dire que très vite j'ai basculé en fait dans le mode un peu compète et chaque truc que je faisais, c'était vraiment dans l'idée d'avancer plus vite et encore plus vite, quoi. On sent de l'émotion en tout cas dans ta voix. Moi, ça me laisse des frissons, quoi. Yes. Et parce que du coup, il te dit, alors le chirurgien te dit le triathlon c'est mort. Est-ce qu'il a été question à un moment, parce que tu t'as dit il a testé un truc, le chirurgien. A priori, il a testé un truc, ça a quand même bien marché. Il n'a pas été question à un moment qu'on t'ampute ou un truc comme ça? Bah si, ça a été, Si. ouais, si, ça a été question de ça et du coup pour la petite histoire, c'est une belle histoire pour le coup, et j'en suis assez fier. Mais le chirurgien qui m'a sauvé, c'est devenu un super ami, vraiment un ami qui m'est hyper cher. Et donc on a eu l'occasion d'en rediscuter parce qu'en plus au début, pour le coup, je l'aimais vraiment pas de me dire ça. Tu m'étonnes. Ouais, je l'aimais vraiment pas, mais en fait, il m'a quand même expliqué effectivement que c'était tendu et qu'il s'était un peu engueulé avec le médecin urgentiste qui lui a dit mais
mais referme. Enfin, il faut là il est en train de, on va le perdre quoi. Donc c'est vrai que il était sûr de lui et il a bien fait quoi. Et c'était le chirurgien en question, c'était un sportif lui aussi? Ouais, c'est un sportif. Alors comme peut l'être un chirurgien qui travaille énormément et qui s'investit énormément par passion dans son activité, mais ça reste quelqu'un qui pratique le sport depuis de très très nombreuses années. Et c'est quelqu'un qui est au fait du sport, qui connaît le sport, qui le pratique, qui le regarde, etc. Donc je pense que je pouvais pas tomber sur une meilleure personne quoi, parce que il a totalement compris la portée de l'importance quoi que peut avoir une jambe pour moi, pour tout le monde hein, mais pour moi peut-être un peu plus. Ouais, bah, j'imagine que ça le touchait peut-être d'autant plus à titre personnel quoi. Ouais. Et en même temps n'importe quel chirurgien aurait peut-être pas pu faire un truc comme ça. Peut-être. Après, moi, je vous cache pas que je suis pas dans la médecine. Je sais pas comment qualifier entre guillemets sa performance, si on peut parler de performance. La seule chose que je peux dire là-dessus, c'est que moi, quand j'étais en centre de rééducation, je me renseignais énormément sur les revues scientifiques, sur les articles, sur les expériences qui avaient été faites pour savoir justement comment s'il existait quelque chose dans la littérature scientifique sur des muscles rompus totalement, quelle pouvait être éventuellement la récupération, etc. Donc il y a beaucoup de théories qui ont été apportées à ça. Donc apparemment ils appellent ça une rupture de stade 4, mais c'est que de la théorie parce qu'il n'y a pas de cas clinique. Et donc c'est pour ça que il y avait pas de cas clinique. Maintenant t'en es un. Voilà, ouais, exactement. Et donc du coup j'ai fait un article dans une revue scientifique, donc bien aidé par les médecins qui se sont occupés de moi. Mais du coup voilà, maintenant il y a quelque chose là-dessus et j'espère que ça pourra peut-être servir. Alors je le souhaite à personne, mais c'est vrai que du coup maintenant on sait qu'un truc qui a été coupé par un objet par un corps étranger peut éventuellement se cicatriser et refonctionner ma foi plutôt pas mal quoi. Ouais, parce qu'on n'est pas, y a personne qui est médecin ici, enfin peut-être certains qui nous écoutent, mais bon, juste pour essayer de comprendre un petit peu, donc le muscle a été sectionné, donc le muscle a été coupé en deux, enfin 4 muscles ont été coupés en deux d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi le process exactement? Ça se passe comment? Tu fais comment pour les remettre ensemble entre guillemets? On fait de la couture, j'ai l'impression, c'est un peu ce qu'ils m'ont expliqué. Je pense que ils sont pas rentrés dans le détail, mais en gros ils ont pris les deux bouts et puis ils ont rafistolé et puis ils m'ont pas fait bouger la jambe pendant un certain nombre de semaines. Et puis après j'ai passé énormément d'écho, énormément d'IRM pour voir un petit peu ce qui se passait. Et puis la magie a opéré entre guillemets quoi. Donc, mais c'est vraiment ça, c'est la magie du corps humain. Ouais, c'est dingue. C'est incroyable. Vraiment, enfin depuis cet accident, je vois les processus qui peuvent se passer dans le corps et c'est fou parce que j'ai passé un nombre d'échos incalculable. J'en passais peut-être une toutes les 2 semaines pendant 6 mois et en fait il y avait des évolutions de 2 semaines en 2 semaines. C'était phénoménal quoi. C'est vraiment, je suis absolument impressionné de ce que peut faire un corps humain et ce que peut faire la nature. Ouais. Et pour le reste, parce que tu disais il y avait tout mon côté gauche, droit, qui était impacté. Donc t'avais clavicule, omoplate, le genou, tout ça. C'est quoi? C'était des fractures? Ouais, clavicule, omoplate, c'est donc fracture. La main, c'était fracture ouverte. Et le genou, j'avais 2 ligaments qui étaient rompus en fait. Mais alors j'ai eu beaucoup de chance de pas avoir de rotule qui avait cassé. En fait, j'ai eu que du ligament, donc je me suis fait opérer et voilà quoi. Entre guillemets, ça s'est bien passé quoi. Ok. Donc quand les ligaments sont rompus, en fait on met on met comme un ligament artificiel, hein, c'est ça, je sais pas alors je connais pas les termes exacts. En fait, alors on peut mettre un ligament artificiel, mais du coup, avant de faire ça, on prélève un bout de tendon de l'ischio-jambier de la jambe opposée. Donc en gros,
on m'a prélevé un bout de tendon de l'ischio de la jambe gauche qu'on a mis à la place de mon collatéral latéral. C'est le ligament qui est sur le côté du genou, donc sur le côté droit, et qui évite en fait le valgus, donc d'avoir les jambes arquées, quoi. Ouais, donc c'est pas un ligament artificiel qu'on te met, c'est de l'autogreffe. Ouais, je crois qu'avant, alors je suis pas spécialiste du tout, mais avant d'en arriver à ça, il me semble que il y a donc voilà les greffes de son propre corps, éventuellement d'un autre individu, et puis il me semble qu'en dernier recours, il y a des ligaments artificiels. Ouais. Mais je suis pas sûr. Hein. Là vraiment. Et ça, du coup, aujourd'hui, parce que bon, là, tu nous dis quand même que tu fais ton 10 km en 37 minutes, ce qui est quand même vachement bien. T'as récupéré, mais bon, enfin, t'as l'impression t'as gardé des séquelles. Comment ça se passe? Ouais, j'ai gardé pas mal de séquelles dans le sens où le genou est presque constamment douloureux, si vous voulez. C'est une habitude que j'ai prise maintenant d'avoir mal au genou. J'ai une flexion de genou qui est hyper, qui est pas maximale du tout. J'ai une perte de masse musculaire évidemment qui a été énorme et qu'il faut compenser quoi. Donc voilà, effectivement il restera forcément des séquelles. Je pense qu'au niveau musculaire, j'aurai toujours de la perte. Je pense qu'au niveau flexion articulaire, j'aurai de la perte. Peut-être que j'aurai de l'arthrose plus tard. Enfin, voilà, j'ai pris un gros pet et ça sera jamais anodin, on va dire. Mais non, c'est clair. Mais tu l'acceptes ça? Ah ouais, je l'accepte d'autant que j'ai pas énormément de choix dans le sens où depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, presque la première seconde où on m'a dit que je referais pas de course, j'ai dit si, je referais une course. Donc j'ai su que ça ferait partie intégrante. Comme l'accident fait partie de ma vie, les douleurs liées à cet accident font partie également et voilà. Et pour l'instant c'est présent, mais ça m'empêche pas ou ça m'empêche de faire certaines choses, mais ce que je fais, je peux le faire, quoi. Et il y a aucun moment où tu as eu un doute, où tu t'es dit non, en fait ils ont peut-être quand même raison, Non. J'y arriverai pas, quoi. Non, pas du tout. Justement, en fait, pour le podcast, je me suis replongé un petit peu. J'avais fait un carnet de bord où j'écrivais tous les jours ce que je faisais au kiné, ce que je faisais, les avancées que je pouvais avoir, parce que chaque petit truc c'était une avancée, et du coup c'était entre guillemets une marche de plus vers ma réussite, quoi. Et donc non, j'ai pas douté. Après forcément il y a eu des moments qui étaient forcément hyper compliqués parce que voilà, la situation le voulait, mais j'ai jamais vraiment douté. Et quand je doutais, je me disais baisse la tête et fais. De toute façon, t'es là, tu fais, et puis de toute façon tu vas pas te prendre la tête. Voilà. Donc je faisais, tout simplement. T'as été accompagné d'un psy ou quoi à un moment ou l'autre? Alors quand j'étais en centre de rééducation, j'ai vu une psy qui m'a un petit peu aidé. Actuellement, je suis suivi par un psychologue parce qu'en fait, le retour à la réalité, il est super compliqué parce que quand on revient à la vie normale, on se rend compte il y a tout qui est normal, il y a tout qui est pas normal justement. Et voilà, et donc c'est pas hyper évident. On voit qu'il y a des. C'est-à-dire quand tu dis il y a tout qui est pas normal, tu fais allusion à quoi? En fait, j'ai passé donc du mois de mai au mois de septembre, j'étais dans un centre où j'étais dans une bulle. En fait, on s'occupait de moi, j'avais juste à penser à me rééduquer, quoi. Et je sors de là-bas, donc j'étais encore en béquille, j'avais pas le droit de poser le pied parce que je m'étais fait réopérer au mois d'août, etc. Et je me disais que ça allait, mais en fait, on rentre chez soi, il faut monter les escaliers, on galère, faut faire à manger, on galère, faut faire la vaisselle, on galère. Et les gens veulent nous voir et on a envie de voir les gens, mais ils viennent au bout de 20 minutes, on a envie de pioncer. Et là, on se rend compte qu'on est à rien du tout. Et puis on se dit ah ouais. Mais du coup, sportivement, là, comment je vais faire? Parce que c'est bien là de gagner 10 ou 15 degrés de flexion de genou, mais tu peux pas marcher là. Donc en fait, ça c'était un petit peu dur. Et puis après voilà, il y a cette histoire d'accident où je me souviens pas au final. Et du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous rapporte des faits qu'on m'a rapportés, et du coup,
je peux pas me l'approprier entre guillemets, et donc c'est vrai que c'est source un peu de tension dans mon esprit, quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours hyper évident, quoi. Mais du coup il y a du travail qui est fait, et ça va de mieux en mieux, même si c'est pas le top. Et à ce propos, alors moi j'aime beaucoup Martin Fourcade, et j'avais écouté un podcast de lui en fait où il disait les sportifs on est plutôt bons pour se gérer physiquement, c'est-à-dire qu'on sait on sait comment faire pour muscler une jambe, on sait comment faire pour augmenter ses capacités physio, etc. Mais par contre, il y a un truc qu'on connaît pas encore suffisamment, c'est tout ce côté psychologique, quoi. Et du coup, moi, si je devais faire une petite synthèse de tout ce qui m'est arrivé, j'ai baissé la tête complète dans la rééducation physique, et ce côté psychologique, je m'en suis pas rendu compte de son importance, et je me le suis pris dans la tronche quelques mois plus tard, et je me le prends actuellement un petit peu, quoi. Et en même temps, c'est quand même grâce à ton mental que t'es revenu comme ça, parce que je pense qu'il y aura quelqu'un qui aurait eu un mental peut-être un peu plus faible ou quoi, et il serait pas là où t'en es aujourd'hui, quoi. Absolument. Mais je pense que entre le mental et le comportement qu'on peut avoir en société, ça reste du coup, je pense, deux choses assez différentes. Et pour le coup, rester focus sur un objectif quand on sait vraiment ce qu'on a à faire, alors je dis pas que c'est facile, mais on peut le faire. Mais par contre, quand il y a des choses qui nous dépassent un petit peu et qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, qui nous créent du tort, qui nous créent des mauvaises sensations, des mauvais sentiments, on est vite perdu. Et même si on a un gros mental, on est comme tout le monde, je pense. Moi, j'avais une question par rapport justement aux séquelles ou aux douleurs suite à ton accident. Je me suis pété plusieurs fois la clavicule en vélo. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai laissé le vélo dans le garage à la demande de mon épouse. Mais ce que j'ai noté, c'est que sur des gros pets comme ça, alors pas aussi gros que toi, mais je suis passé aussi sur le billard à cause d'un accident en vélo et d'une fracture à la clavicule. Et j'étais plutôt dur à la douleur. C'est-à-dire, je sentais pas. En fait, mon kiné était halluciné parce que je sentais pas la douleur, et notamment pendant les premières rééducations. Par contre, à côté de ça, je me fais une petite éraflure, je jongle pendant 3 jours et j'arrive pas à marcher, quoi. Est-ce que toi, t'avais cette sensation-là aussi après ton réveil, d'être un peu dur à la douleur, et que du coup, ça t'a aussi aidé au niveau mental à te dire non mais là, j'y vais, je me fais mal justement pour avancer et pour remarcher. Ouais. Je pense. Après, je dis pas que je la tolère mieux, mais peut-être que je peux aller un petit peu plus loin dans la douleur, parce que, alors les premiers temps c'est un peu compliqué parce que j'étais vraiment complètement shooté, parce qu'ils avaient absolument peur que du coup ça s'infecte la jambe, qu'il faille la couper, etc. Donc ils me donnaient tout ce qu'ils pouvaient me donner, je pense. Mais par contre, effectivement, j'ai un petit épisode qui a dû arriver au mois de juillet, je pense, 2020. Et en fait, c'était le soir, donc j'avais 4 heures de kiné par jour. Et en fait, l'objectif, parce que j'ai dû me faire réopérer pour les ligaments du genou. En fait, ils n'ont pas pu faire ça direct. Il fallait avoir un genou qui soit prêt, entre guillemets, à se faire opérer. Donc, à la base, ils m'avaient dit, bon, voilà, on va t'opérer au mois de septembre et tout. Bon, moi, ça me plaisait pas trop, donc on a fait le taf, et du coup, j'ai été opéré début août, donc c'était plutôt cool. Mais on a beaucoup travaillé avec les kinés, et une des prérogatives était d'avoir une flexion de genou suffisante, donc à peu près équivalent à 110 degrés de flexion, quoi. Et donc, pour faire fléchir un genou, Faut y aller, quoi. Ouais, faut y aller, exactement. Et donc c'était un soir, fin de journée, hyper fatigué, et puis voilà, il y a des stratégies de pousser, relâcher, enfin voilà, il y a différentes choses que les kinés utilisent. Et là, mon kiné me dit, écoute, là on va pousser, dès que t'en peux plus, tu me dis, quoi. Et je dis, ok, je te le dis. Et puis donc il commence à pousser, et moi j'avais mal, mais on y va. Et en fait, à un moment, je tombais dans les pommes parce que j'avais tellement mal que je lui avais pas dit. Et en fait, c'est mon corps qui m'a dit, mec, faut que t'arrêtes là. Et donc voilà, j'ai pris cet exemple pour dire que j'avais mal, mais j'ai peut-être été un peu plus loin dans la douleur. Ouais. Et après, c'est quand même aussi un truc qui est assez récurrent chez les athlètes de haut niveau, c'est qu'ils parviennent à passer un peu le seuil de la douleur, quoi.
Ouais, je pense. Ouais. Ils parviennent à aller loin. Tu regardes je sais pas, un Lionel Sanders par exemple. Ouais. Tu vois le mec dans l'effort, tu te dis, ok, le gars, il est capable d'aller très loin dans la douleur, quoi. Ouais, absolument. Je pense que c'est une des réalités du pratiquant sportif et à plus forte raison du sportif de haut niveau, c'est effectivement sa capacité à se faire mal, à savoir se faire mal et à pouvoir le faire aussi parce qu'il faut que le corps encaisse, quoi. Non, je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que justement le fait de pouvoir pousser peut-être un peu plus loin, d'aller au-delà de ta douleur et notamment après ton accident, après toute cette rééducation, ça te sert maintenant au quotidien, pendant les entraînements, pendant les compétitions où là aussi tu pousses, mais peut-être que tu connais justement un petit peu la limite pour pas aller trop loin. Ouais, franchement ça me sert et je l'ai vu hier en fait parce que hier on avait une séance avec le groupe d'entraînement. Alors je sais pas si vous connaissez, mais pour vous faire un peu l'état des lieux, on était quatre hier. Il y avait les frères Forissier, Arthur et Félix Forissier. Donc Arthur Forissier, il était champion du monde Xterra. Arthur, il a été vice-champion de France de triathlon junior et c'est un athlète formidable en devenir. Et puis Nathan Graël, qui a déjà gagné des coupes d'Europe, qui a déjà fait des très belles perfs sur Coupe du Monde, qui pareil est un athlète formidable. Et donc il y avait moi, donc bon, on peut dire un petit peu le moins bon, quoi, c'est la réalité. Et en fait on a fait une séance de punch en boss. Et en fait au début de séance j'allais mais j'arrivais pas à en gagner enfin c'était des sprints un peu longs, quoi, j'arrivais pas à en gagner un seul. Et putain ça faisait chier parce que normalement je peux quoi. Et en fait je me suis vraiment focus et je me suis dit mais t'as le droit d'être moins fort qu'eux, mais par contre t'as pas le droit de lâcher dans ton effort, t'as pas le droit. Tu peux finir quatrième, mais quatrième où t'es à bloc du début à la fin. Et en fait après cette petite introspection, j'ai réussi à en gagner en fait des sprints du coup et j'ai mieux fini que j'avais commencé. Et en fait c'est là où je me suis dit mais cet accident il m'a vraiment aidé dans le sens où ok on peut faire des trucs et on peut les faire bien et voilà. Donc c'est un petit exemple parmi tant d'autres si vous voulez, mais oui effectivement je pense que l'accident dans la pratique il m'a apporté, ouais. Et qu'est-ce qui t'a apporté d'autre? Je veux dire, bon, oui, forcément, t'as des séquelles au niveau physique, mais je veux dire, mentalement, dans ton état d'esprit, dans ta manière de voir les choses, de vivre tout simplement, qu'est-ce que t'en as retiré? Bah maintenant quand je vais faire une sortie comme tout à l'heure, j'étais faire une sortie avec les copains, je suis hyper content, je suis hyper heureux. Je savoure peut-être un peu plus qu'eux parce que du coup parce que tu te rends compte de la chance que t'as aussi ouais de pouvoir le faire. Ouais exactement hier je faisais on avait la fameuse séance où ça courait quand même plutôt vite. J'étais juste trop heureux que ça arrive. Donc on va dire beaucoup plus de plaisir, de bonheur sur des trucs un peu simples, quoi. Voilà. Après ça n'empêche pas que je reste quelqu'un d'un peu impulsif, donc j'arrive à être énervé comme tout le monde, mais on va dire que j'arrive plus à mettre en perspective qu'avant, c'est clair. Dans le cadre de ton activité de coach, de préparateur physique, est-ce que ça aussi, ça t'aide? Est-ce que ça t'aide à encadrer des athlètes, à les guider autrement ou peut-être à les prendre en charge aussi d'un point de vue un peu psychologique? Alors ouais, mais c'est vrai qu'encore une fois sur ce domaine-là, je mets toujours des réserves parce que j'ai pas de formation de prépa mentale, etc. Moi, j'apporte ce que je connais, mon expérience, etc. Et je le dis bien parce que ça me paraît essentiel. Mais c'est vrai que j'essaie de leur apporter et je pense que c'est appréciable pour eux et ils me sollicitent donc j'imagine que ça doit les aider, ouais. En off, justement, tu nous disais que tu étais content qu'on tende le micro pour parler de ton accident et parler de ce que tu avais appris, de ce que tu pourrais éventuellement transmettre aux auditrices et aux auditeurs de ce podcast. Qu'est-ce que tu pourrais justement mettre encore en avant dans ta rééducation, dans ta vie d'après, dans ce que ça t'a appris pour... quelles leçons t'en as tiré en fait?
déjà de bien se satisfaire d'être sur deux jambes et de pouvoir être autonome. Ça déjà c'est une absolue réalité. Après si on veut se centrer un petit peu plus sur la pratique, mais c'est vrai que c'est compliqué de le dire comme ça et que ça fasse écho parce que on s'en rend vraiment compte quand on est un peu le nez dedans. Mais c'est cet impact du côté psychologique, du mental, de tout le travail qu'on peut faire soi-même, et ça c'est essentiel. Enfin, moi pendant hyper longtemps j'étais dans un lit, je pouvais rien faire, donc j'avais des potes qui m'appelaient et tout, et puis je leur disais bon les gars, je vous laisse, je vais faire un footing, et ils se foutaient un peu de ma gueule, mais en gros, bah, je fermais les yeux et puis j'allais courir derrière chez moi, et puis j'allais nager à la piscine, où je prenais mon vélo, et en fait j'ai fait ça hyper longtemps, j'ai répété les gestes, tout ça, et c'est drôle parce que quand j'ai commencé à nager, donc j'ai renagé quand même assez longtemps après, et ben bon, alors j'ai quand même le passé de nageur certes, mais voilà, ça nageait quoi, et ça nageait pas si mal que ça finalement. Donc je pense que c'est en fait on se rend pas compte de ce qu'on peut se dire, et on va dire de l'impact que ça peut avoir quoi. Style si on se dit putain je suis nul, ou j'arrive à rien, et ben on se rend pas compte, mais ça a un impact hyper fort, et je pense que le fait d'être positif et de le penser sincèrement, ça peut nous aider. Alors bah voilà, ça va pas, enfin je vais pas devenir champion du monde en me disant que en nageant dans mon lit, mais voilà, ça reste des démarches hyper positives, et c'est, enfin moi je pense que c'est quand même hyper important, et c'est ce que je retirerai, je sais pas, dans quelques années, quand j'aurai on va dire quand je pourrais dire que cet accident est derrière moi quoi. Ouais, parce que là en l'occurrence pour toi t'es encore dedans, là t'es encore t'es en pleine en train convalescence. de remonter la pente. Ouais complètement, ouais, je suis encore dedans. En plus il y a voilà, avec les assurances, avec enfin bon, il y a tout plein de procédures qui sont mis en place, et c'est normal parce que ça a eu un impact quand même très très important. Donc ouais, pour moi c'est bien sûr que c'est pas terminé quoi. Quand je serai au clair avec tout ça, je pourrais regarder derrière moi l'esprit léger, on va dire. Pour l'instant c'est pas le cas. Ouais, on sent qu'il y a quand même encore un poids sur tes épaules. Ouais. Et en même temps, là, enfin, t'es de retour en compète, quoi. Je veux dire, t'es inscrit sur des courses en première division. Enfin, je veux dire, t'es quand même back in the game, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Je suis hyper fier de moi. Pour la petite histoire, ça va être mon premier départ en D1, donc samedi là. Et, Okay. Et en fait, donc enfin, j'ai eu l'accident en 2020, et on était monté en D1 en fait la saison précédente. Donc au final, j'avais jamais T'en as pas profité. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc en fait, je pensais jamais, enfin, j'avais envie hein, évidemment, mais c'est vrai que si on m'avait dit ça quand j'ai eu l'accident, comme on m'a dit que je referais pas de tri, j'aurais peut-être pas cru quoi. Quand tu te refaisais les scènes en fait, et que t'allais faire du sport, enfin dans ta tête tu te répétais un peu les mouvements et tout ça, t'avais des mantras aussi ou pas du tout? C'est-à-dire des phrases que tu te répétais par exemple. Enfin je sais que c'est une des techniques en préparation mentale de se répéter un truc. Je sais pas, je suis léger, rapide, ouais. je suis fort, et enfin j'en sais rien, tu vois, mais c'est des trucs que t'appliquais aussi. Alors, disons que oui, quand j'ai repris le sport, oui, parce que après j'ai été suivi par une vraie prépa mentale et une psychologue, donc j'ai eu des stratégies. Quand j'étais en fait au centre de rééducation, j'avais personne, donc je consultais des TEDx, je regardais des documents, etc. Et je faisais un petit peu freestyle quoi. Donc j'avais pas forcément cette stratégie-là, mais j'en ai utilisé d'autres qui pourraient s'y apparenter. Donc oui, effectivement, il y avait ça, ouais. Ok. Et tu t'es assez vite remis des objectifs aussi à partir du moment où tu t'es rendu compte qu'en fait tu pouvais repartir sur les 3 disciplines. Tu t'es vite mis des objectifs de course ou des trucs comme ça, ou
comment tu t'es projeté en fait? Bah en fait, quand on m'a dit que je referais pas, j'ai dit si je referais, je vais revenir au niveau d'avant. Donc ça, c'était vraiment le top of the top, quoi. C'est genre la ligne conductrice. Voilà. Et puis après, j'ai voulu recourir le plus rapidement possible. Voilà, j'avais envie, mais j'avais pas forcément d'objectifs précis et tout. Je voulais faire les choses le plus vite possible, le mieux possible, et quand c'était possible, le faire, quoi. À la base, on avait dit ouais, peut-être fin 2021, on va recourir. Donc j'avais vu avec mon entraîneur, on va recourir et tout. Et puis du coup, j'ai refait ma première course le 10 juillet 2021. Donc quand même 2-3 mois avant ce qu'on s'était dit à la base, quoi. Ok. Et en même temps, parce que pour toi, tu voulais courir, tu dis courir en compétition ou vraiment courir course à pied? Non, courir. Parce que Compétition. Ok, d'accord. Ouais. Parce que j'imagine que la course à pied, c'est probablement ce qui est quand même le sport. C'est pas un sport porté, donc c'était probablement un peu plus traumatique aussi pour tes genoux. C'est peut-être ce que tu as pu faire en dernier. Et ouais, exactement. Ouais, j'ai pu. Et le vélo, du coup, parce que la première fois que t'es remonté sur un vélo, tu te sens comment? Parce que bon, en général, t'es pas toujours à l'aise tout de suite. Enfin, tu vois, t'as quand même ce truc qui te reste dans la tête, quoi, un peu un espèce de trauma. Eh ben, en fait, vu que je me souviens absolument de rien du tout, la première fois que je suis monté sur le vélo, en fait, j'avais pas le droit forcément de remonter dessus. Donc, si mes parents écoutent, je pense qu'ils vont apprendre ça, mais mais du coup, je suis remonté. Enfin, en gros, j'ai eu l'accident au mois de mai, j'ai dû remonter au mois d'octobre sur le vélo. Et puis j'ai été faire le tour derrière chez moi, et j'ai dû faire 20 ou 30 bornes, mais sur une jambe, quoi, vraiment pour le coup. Et j'étais... Attends, t'as été faire 20 ou 30 bornes? Ouais. 5 mois après l'accident. Ouais, exactement. Mais tu pouvais pas marcher à ce moment-là? Non, j'étais en béquille. Mais tu pouvais poser le pied par terre? J'avais eu l'appui, ouais, mais j'avais pas eu l'appui à 100%. Okay. En fait, il me manquait juste que j'ai une flexion de genou suffisante pour que ça passe le point mort haut, si vous voulez. Le point mort de la pédale, quoi. Voilà, c'est ça. Et il fallait pas que je retombe, évidemment. Mais en fait, on m'a dit à partir de 110 degrés ou 120 degrés de flexion, tu peux faire du home trainer. Ouais. Et du coup, j'ai dit si je peux faire du home trainer, bah forcément, je peux faire du vélo. Mais donc toi, t'as pas commencé par le home trainer. Tu t'es dit, je peux le faire, donc j'y vais. Alors j'y suis allé une fois pour la beauté du geste, on va dire. Après, non, j'étais pas capable de faire une sortie de vélo. C'était vraiment une sortie. C'était vraiment, il y avait rien qui ressemblait à de la pratique du cyclisme, hein. C'était vraiment histoire de... Non, mais bon, ça t'a quand même donné, un regain de confiance en toi, j'imagine, en te disant, ok, bon, bah. Ouais, bah, justement. Il y a encore du travail à faire, mais putain, je l'ai fait, quoi. Ouais. Je suis retourné sur mon vélo et j'ai dû, tu vois. Le plaisir absolu, il faisait beau. En fait, je me rappelle encore, parce que j'y pense parfois quand j'ai un peu mal et tout. Et je me dis, mais rappelle-toi de ce jour-là, il faisait assez beau. Il y avait pas de voiture parce que c'était milieu d'après-midi. C'était trop bien, et j'avais envoyé une photo à ma tante parce que ma tante, elle a joué un rôle assez important sur mon côté psychologique, entre guillemets. Et donc c'est la première à qui j'ai envoyé en photo. J'ai dit regarde où je suis et tout. Et puis du coup ouais, c'était génial, vraiment. Donc et elle a rien dit à tes parents? Manifestement non. et moi j'avais peut-être la même question, mais du point de vue de tes proches, justement. Comment est-ce que tes proches l'ont pris, ou comment est-ce qu'ils le prennent toujours maintenant quand ils savent que tu remontes sur un vélo? Alors évidemment, a priori on a compris, au mois d'octobre ils le savaient pas, mais quand ils l'ont su, quand tu leur as dit bon bah voilà, c'est bon, je suis prêt, je renage, je recours, je fais du home trainer, je vais remonter sur le vélo et je vais remonter en selle, en fait. Bah ils ont, surtout ma maman, je pense que ils ont forcément un peu peur, mais en fait ils sont aussi tellement conscients du fait que si je remontais pas dessus, je serais pas heureux, et en fait ils savaient que c'était un critère entre guillemets prédominant à mon bonheur, donc ils ont dit mais pour qu'il se soigne, il faut qu'il remonte sur son vélo. Donc je pense que effectivement peut-être qu'ils ont peur, mais en même temps ils sont hyper fiers et heureux aussi. Et c'est vrai que quand je vois mon père quand il m'accompagne sur des courses et tout, c'est un moment de partage et de bonheur qui est absolument incroyable, et
le plaisir qu'il a quand il me voit monter dessus, c'est formidable. Bon, ouais, je te filerai le numéro de mon épouse parce que après 4 clavicules, elle m'a demandé de ranger le vélo, mais moi je range mon frein quand même. Donc il faudra qu'elle parle à tes parents. Ok, c'est marrant. Ok. Mais en même temps, quand tu reviens, enfin, je veux dire, en fait, on t'arrête, t'as un mode de vie, tu passes, alors je sais pas à combien t'étais d'heures d'entraînement, mais t'étais à haut niveau, donc probablement peut-être une vingtaine par semaine, je sais pas. Ouais. Putain, tu passes de ça à plus rien du tout, Ouais. du jour au lendemain. C'est pas toi qui l'as décidé. Ah ouais. Tu te dis mais putain non, enfin Ah ouais. ça va pas quoi, tu vois, je veux dire, et je trouve, enfin je m'étais fracturé un coude il y a quelques années, j'avais un plâtre du poignet à l'épaule. Ouais. Bah ça m'a pas empêché de remonter sur mon vélo, et même si je suis allé faire 5 kilomètres avec qu'un seul bras sur le guidon, Ouais. bah je l'ai fait Ouais. parce que putain j'avais besoin de le Ouais, faire c'est aussi, sûr. et en fait, c'est juste le fait de me dire, bon, ok, ça va, enfin, je revis, quoi, tu Bah vois, ouais. ça fait vraiment partie du truc, quoi, Ouais. tu te sens vivre vraiment quand tu fais ça. Exactement, je partage tout à fait. Et avant d'enlever mon plâtre, j'étais parti faire les 20 kilomètres de Bruxelles parce que putain, j'avais besoin d'un truc, quoi. Ouais. J'avais vraiment besoin de ça. Et les gens m'ont dit, mais t'es complètement débile. Mon plâtre devait faire 3 kilos. Et bon, voilà, et j'ai terminé 20 kilomètres en 2 heures Ouais. et j'avais les genoux défoncés parce qu'en fait, je courais pas du tout à l'époque. Je faisais pas de triathlon, je faisais que du vélo. Ce qui était forcément pas une bonne idée. Mais putain, j'étais content, Ah bah tu ouais, vois. c'est clair, mais je partage. Bah, tu Même vois, si physiquement j'étais ruiné, ouais. au moins dans ma tête, j'étais ok, enfin ça y est, c'est bon, tu vois, je revis, vraiment, je revis. Ouais, exactement. Ah ouais, absolument. C'est, bah, tu vois, enfin, dans ta description, je me suis retrouvé totalement, et je pense que il y a pas mal de gens qui ont eu des blessures qui s'y retrouvent. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on se rend compte, bah voilà, de l'importance que peut avoir la pratique dans nos vies, de ce que ça peut nous apporter en termes de bonheur simple. Et du coup, c'est essentiel, et c'est hyper, enfin, c'est hyper riche que tu puisses dire ça, parce que ça fait totalement sens pour moi, et ça le fera pour d'autres gens, je pense. Et puis bon, il y a un truc physique ou biologique, enfin tu vois, je veux dire ton corps crée voilà, sécrète des hormones qui font que bah tu te sens bien, etc. Mais en plus de ça, le sport, ça c'est devenu une partie de ton identité, quoi. Ouais. Et donc en fait, on t'enlève ça, bah du coup voilà, on t'enlève un truc, on t'enlève une partie de ton identité. Ah bah enfin moi c'est comment dire. Donc moi je suis licencié donc au Chambéry Triathlon depuis maintenant de très nombreuses années. On a commencé en D3 et puis on a réussi à monter en D1 avec presque la même équipe, donc on est tous un peu fiers de ça. Et mes copains de l'équipe m'ont tous soutenu énormément pendant cette épreuve, et je les en remercie infiniment. Mais c'est vrai que bah voilà, les premières fois, puis même jusqu'à pas hyper longtemps, ils me voyaient voilà, comme un pote qui avait eu un grave accident, et du coup le regard entre guillemets de mes pairs a un petit peu évolué ces derniers temps, mais pas que de mes copains d'entraînement, hein, de club, mes copains d'entraînement aussi. Quand j'ai retrouvé un petit peu un niveau et que je suis redevenu un peu sérieux, on va dire, le regard il a un petit peu changé, et ça fait en vrai ça fait du bien, parce que c'est aussi un peu notre identité d'être ça, et du coup le regard de ses pairs est hyper important, et je m'en suis rendu compte il y a pas hyper longtemps, et ça m'a fait plaisir, ouais, ça m'a touché. Ouais, parce qu'on te voit plus comme le mec, on te regarde plus avec de la peine, Ouais. on se dit ah merde le pauvre machin, Ouais. mais comme un gars qui Ouais. putain il est de retour, ça y est, et voilà, et c'est un mec comme moi, et putain il va me défoncer aux 10 kilomètres, quoi. Ouais, alors sans rentrer dans ces considérations compétitives, guerrières, mais voilà, ouais, il y a de la reconnaissance par ceux qui font comme je fais, donc c'est hyper, c'est bien, enfin c'est important. Ouais. Sur l'aspect arrêt brutal aussi, pour revenir sur ce que disait Olivier, je pense que tous autour de cette table, chacun à notre niveau, on l'a vécu. Un arrêt brutal, ça
en dehors de l'impact physique, parce que tu l'as dit, perte de masse musculaire, toi encore plus parce que tu étais complètement à l'arrêt, puis en plus parce que tu as eu tes muscles qui ont été sectionnés, mais tu as aussi l'effet un petit peu physique sur le corps, tu recommences à prendre du poids, et puis tu l'as dit Olivier, on sécrète des hormones, donc le cerveau est complètement retourné aussi. Moi je sais que là je me suis fait une fracture de fatigue alors que je préparais un gros événement sportif, je tourne en rond, j'en peux plus, j'ai qu'une envie, c'est de remettre des baskets et de partir courir, et moi je peux courir, je pourrais courir, rien à voir avec toi. Donc comment est-ce que tu as vécu ça? Alors tu nous as dit que tu étais complètement shooté entre les médicaments, les antidouleurs, les antibiotiques, etc. Mais comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Est-ce que l'entourage t'aide beaucoup? Est-ce que le corps médical t'aide beaucoup? Et puis, tu l'as dit, quand tu reviens chez toi après et que tu te prends dans la tronche la réalité, est-ce que t'as pas le deuxième effet qui se coule? Là, en fait, c'est une vraie question que vous abordez, la question du corps du sportif. Moi, c'est vrai que mon corps, je me regarde pas dans la glace et je me fais pas des bisous sur le biceps, mais je suis assez fier de mon corps. Et du coup, cet accident, il a tout remis en cause dans le sens où on se voit un petit peu, se dégrader petit à petit. Donc, on perd forcément du poids. Moi, je faisais vraiment attention à pas en prendre justement. Donc, on est de plus en plus maigre. On a une image de soi qui est quand même vachement dégradée. Et c'est vrai que cette relation au corps, elle peut être un peu conflictuelle. Moi, ça l'a pas été pour le coup, mais ça aurait pu être le cas, ouais. Après, vis-à-vis des proches, j'ai jamais, je pense que quelle que soit la direction qu'aurait pris mon physique, je pense pas que j'aurais eu des remarques ou quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, j'en ai pas eu. Ouais. Et ouais, la deuxième partie de la question, c'était justement quand t'es livré à toi-même, que tu reviens à la réalité. Est-ce que t'as pas à nouveau ce deuxième effet où non seulement t'es perdu, mais tu crèves d'envie d'y aller, mais tu peux pas. La tête qui commence à réaliser que effectivement, la vie réelle c'est ça. Est-ce que t'as pas un deuxième effet un peu dépressif? Ouais, si, c'est le pire en fait. C'est on va dire que la vraie partie psychologique, elle a commencé quand je suis rentré à la maison, parce que avant, la considération c'était chouette, j'ai gagné 15 degrés de flexion, ou chouette, j'ai gagné 10 Nm sur la machine ISO. Aujourd'hui, je suis un peu plus près d'hier que de recourir. Sauf que quand on rentre à la maison, faut monter les escaliers, ou faut aller, si j'ai la chance de pouvoir rouler, je vais rouler. En fait, là, on se rend vraiment compte qu'en fait, on est loin du compte, là. Là, ok, aujourd'hui, tu fais du vélo, t'es mieux qu'hier, mais, factuellement, t'es quand même très loin, mec. Et ça, effectivement, c'est super dur. Et puis, en plus, ce fait qu'on soit pas autonome, c'est aussi compliqué, parce que moi, je suis quelqu'un, pour le coup, qui est assez autonome et plutôt solitaire. Et c'est vrai que là, du coup, alors, j'ai eu la chance à ce moment-là. Donc, j'avais mon ex-copine qui m'a énormément aidé, et je l'en remercie infiniment, qui m'a beaucoup aidé dans ces moments-là. Mais c'est vrai que tout seul, c'était pas possible, quoi. Et c'est très dur à accepter. Ouais. Ouais, et du coup, maintenant, si on regarde demain, là, l'avenir, alors tu nous as dit un petit peu, hein, t'as des objectifs d'aider un maximum ton club en D1. Juste pour mes compatriotes belges, la D1 c'est un peu l'équivalent de la Supercoupe. Je sais pas ce qui existe en Suisse, au Luxembourg, au Canada ou autre, mais voilà. Mais donc voilà. Bon, tu t'as ces quelques courses là prévues, un petit peu de plus longue distance aussi. Ouais. Tu parlais de plus longue, c'était distance olympique du coup, hein. Quelques distances olympiques et puis des distances L. Ok, donc le L c'est le semi, parce que bon ça change à chaque fois d'un pays à l'autre, d'une fédération à l'autre. C'est ça, c'est 1,9, 90 et 21. Ok, d'accord. Donc ça c'est un format sur lequel t'étais déjà, j'imagine, enfin t'avais déjà un peu d'expérience là-dedans avant. Ouais, j'en avais fait quelques-uns sans être foudroyant, mais j'aime bien ce genre d'effort, j'aime bien quand ça roule un peu longtemps, donc ouais, j'avais déjà pratiqué avant, ouais. Ok, et pour quelqu'un comme toi qui a priori est plutôt bon nageur,
bon cycliste, et là où c'est un peu plus compliqué, c'est la course à pied. Même si. D'après ce que tu disais, même si voilà. C'est quoi tes distances phares? Enfin, c'est quoi les distances sur lesquelles tu te sens le mieux et tu peux vraiment t'exprimer au mieux? Je pense que physiquement, je pourrais être, je pense être mieux sur les distances un peu Alpha Ironman. Après, j'adore la confrontation et l'adrénaline qu'il peut y avoir sur les distances S. Ça m'excite beaucoup, beaucoup. Donc ouais, c'est un peu un mélange des deux. Je pense que physiquement et physiologiquement, je suis plus apte à performer sur du L. À plus forte raison à 29-30 ans, quoi. Peut-être avant de continuer à regarder vers l'avant, je voulais revenir avec toi sur cette phase post-accident où on en parlait tout à l'heure. Ça a forcément eu aussi un impact financier pour toi. Alors, sans rentrer dans les détails, peut-être quel conseil tu pourrais donner aux sportifs pour se parer à une telle éventualité? Alors, j'imagine que comme tu étais licencié, tu avais une assurance avec la FF3 qui est comprise dans ta licence, mais est-ce que tu aurais d'autres bonnes idées, bons tuyaux à donner pour que, en cas d'accident, pendant l'entraînement ou pendant une compétition, tu te retrouves pas complètement ruiné parce que t'avais pas préparé ça comme il fallait, quoi. Ouais. Alors, moi j'ai eu de la chance d'avoir des proches qui s'en sont occupés directement, parce que moi j'étais pas capable de le faire à ce moment-là. Mais on s'est tourné en fait vers une association d'aide aux victimes de la route. Donc c'est une association qui est composée de juristes, de médecins, etc. Et en fait qui remplit toutes les démarches avec la partie adverse, du coup, pour régler tous les frais qu'il y a à régler, les frais d'hôpitaux, les pertes de salaire, les dommages matériels, tout ce qui peut, tous les coûts en fait qui peuvent être liés à du coup à l'accident, et c'est eux qui gèrent, et ça nous a beaucoup déchargé, et c'est aussi bien parce que c'est des professionnels, donc ils connaissent entre guillemets les rouages, etc. Et moi c'est vraiment le conseil. Alors c'est hyper spécifique, du coup c'est vraiment pour les accidentés de la route, et où il y a deux parties qui sont impliquées. C'est vraiment de se tourner vers des professionnels pour justement que les choses soient bien faites, et qu'on ait l'esprit occupé à se réparer soi, plutôt qu'à devoir gérer des milliards de papiers. Et tu l'as dit, ils gèrent ça avec la partie adverse, donc ça veut dire que la partie adverse, elle a été identifiée, et que là, tu nous disais tout à l'heure que c'est toujours en cours, donc j'imagine qu'il y aura des suites qui vont être données à ça. Ouais, alors effectivement, moi j'ai eu de la chance dans ma malchance, c'est que la personne s'est arrêtée, la personne a reconnu l'entièreté de ses torts, donc on va dire que le processus qui est déjà compliqué a été simplifié dans ce sens-là. C'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui font des délits de fuite. Il y a des victimes qui ont pas ma chance. Et j'avoue que je sais pas comment ça se passe dans ces situations-là, mais voilà, dans mon cas, ça s'est plutôt bien goupillé. Ouais, et pour continuer sur ce que disait Olivier, maintenant l'avenir des triathlons S dans le cadre de la D1, du plus long, et où est-ce que tu te vois à 3 ou 5 ans? Est-ce que tu monterais encore en distance, ou est-ce que tu vas te spécialiser un petit peu sur du L? Ouais, l'objectif c'est d'aller un petit peu sur l'Ironman. C'est un peu la distance qui fait rêver depuis que j'ai découvert le tri, parce que c'est les belles images qu'on a d'Hawaï, qu'on a d'Embrun, qu'on a de Nice aussi. Donc c'est quelque chose qui fait rêver. Après moi j'ai vraiment envie de le faire au moment où je le sentirai. Pour l'instant je le sens pas forcément, et quand ça viendra, j'irai sans problème, avec grand plaisir. Après, ça, c'est un truc qu'on voit quand même assez souvent dans le haut niveau, c'est que c'est les athlètes qui sont très bons sur le court, ils ont pas envie de se cramer trop vite sur le long, parce que il y a quelque chose at stake, quoi. Il y a un truc en jeu, et donc du coup, ils ont pas envie de faire un long juste pour le terminer, quoi. Là où il y a pas mal d'amateurs qui se disent, je vais faire le triathlon, tu sais quoi, allez, on va faire l'Ironman direct. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Encore que actuellement, avec les athlètes qu'on a à plus haut niveau mondial, il y a ce schéma qui est un peu remis en cause, dans le sens où
on voit les Norvégiens qui vont être champions olympiques et puis qui vont gagner Saint-Georges la semaine dernière. Et donc là, du coup, pour le coup, il y a un peu une remise en cause et on le voit. Hein, il y a nos meilleurs Français qui ont tous fait des longs ou presque tous fait des longs là ces 2 dernières saisons. Mais effectivement, le schéma classique, c'était plutôt court et puis long et puis long ensuite. Je pense que c'est un schéma qui tend à être modifié. Pour ma part, c'est vraiment une histoire de feeling. Si je l'avais ressenti quand j'avais 25 ans, je pense que je l'aurais fait. J'ai aucun problème avec ça. Oui, après il y a des jeunes, on en parlait, hein, mais Sam Laidlaw et Léon Chevalier, par exemple, sont tous les deux passés sur le podcast. Exactement. Ouais. Les mecs, ils ont 23 et 25, si je dis pas de bêtises. En tout cas, à l'époque où il y a quelques mois qu'on enregistrait. Ouais. Bon, ils font un top 10 au championnat du monde. Exactement. Voilà, donc finalement, c'est vrai que le côté, est-ce que l'âge joue? Oui, certainement un petit peu, mais après, c'est aussi beaucoup, c'est ce qu'on disait, c'est une question d'expérience. C'est-à-dire que tu commences à 4 ans, forcément, quand on a 24, t'as 20 ans d'expérience dans le triathlon, donc c'est différent aussi. Et puis, c'est un peu le jeu aussi des principes d'entraînement, des philosophies, ça bouge sans cesse et voilà, il y a 20 ans, on pensait une certaine chose de l'entraînement, aujourd'hui, on pense d'autres choses, et puis aujourd'hui, voilà, quel que soit le sport, on a des mecs qui vont faire du long un peu plus tôt. Peut-être que ça rechangera, ça rebougera dans 10-15 ans. C'est rien n'est figé et c'est bien comme ça aussi. Bon, après des mecs comme Blumenfeld, ça reste des extraterrestres, quoi. Bien sûr. Mais sans aller jusqu'à Blumenfeld, il y a énormément d'athlètes de WTS qui ont couru sur des distances L. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait pas forcément début des années 2000, voire même 2010, quoi. Ouais, les gens étaient assez quand même spécialisés sur leur distance et quand ils étaient dans le court ou dans le semi-court pour les distances olympiques, ils y restaient et ils montaient pas forcément. Ouais. J'ai souvenir de Frédéric Bellob qui l'avait fait et justement il avait pas super performé sur distance Ironman. Il était revenu sur du court. Mais bon, à l'époque, ça se faisait pas. Enfin, début des années 2000, effectivement, ça se faisait pas. T'étais spécialiste de ta distance et puis à 30, 35, tu passais sur la distance supérieure, mais c'était plutôt une voie tracée comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que la pratique du triathlon, elle a fait que s'amplifier. Et on a gagné en adhérents, on a gagné en densité, du coup. Et je pense qu'il y a il y a de nouveaux profils qui sont apparus. Et donc du coup, ça fait qu'on a un peu une plus grosse pluralité d'athlètes qu'on avait auparavant à l'époque de Fred Bellob, par exemple, je pense. Puis ce qui se passe aussi, c'est que là, on est quand même, je pense qu'on arrive sur la 3e génération de triathlètes entre guillemets. C'est-à-dire que si les premiers triathlètes, tu vois, ont vraiment commencé dans les années 80. Tu vois, donc ils ont fait, donc les jeunes, ceux qui avaient 20 ans à l'époque, ont fait du tri pendant 20 ans. Et puis il y a une 2e génération de 2000 à 2020. C'est nous. Et puis là, en fait, on est un peu dans la 3e génération. Et donc maintenant, en fait, on a des petits jeunes qui ont tout juste la vingtaine et en fait qui sont monstrueux parce que au fur et à mesure, on a commencé à les entraîner de plus en plus tôt. Et puis voilà, il y a plein de clubs avec une section kids. Et c'est impressionnant. Il y a même des courses triathlon enfants un peu partout. Enfin, c'est un truc qui commence vraiment à se populariser. Et donc forcément, c'est pas des gens qui se sont reconvertis après 10 ou 15 ans de sport dans une des 3 disciplines. C'est vraiment des triathlètes depuis toujours. Je pense que pour ça, et on aura certainement l'occasion d'en parler avec un représentant de la Fédération française de triathlon, mais la FF3 a bien joué le jeu parce que je sais que dès qu'un club atteint une certaine taille, tu es obligé d'intégrer une école de triathlon. Et donc ça aussi, je pense que ça favorise pas mal à ce que les plus jeunes commencent déjà le triathlon et performent après un peu plus tard. C'est clair. C'est une belle politique qu'a mis en place la FF3 pour essayer de sortir des nouveaux athlètes, mais du coup amener d'autres athlètes à pratiquer, et c'est vrai que c'est cool. Moi, mon pari, c'est qu'avec le confinement, il y a pas mal de gens qui se sont mis au sport. Ils sont pas forcément commencé le triathlon, d'autant plus que de toute façon, il y avait pas vraiment de course, voilà. Mais par contre, c'est des gens qui se sont mis à la course à pied ou au vélo. Et qui potentiellement vont évoluer vers du triathlon par la suite. Donc moi je m'attends à ce que d'ici 1, 2, 3, 4, 5 ans le sport explose.
bon, voilà. Après, je pense qu'il est, il est déjà plus ou moins en train d'exploser, hein. Enfin, ça fait des années qu'il est en train d'exploser, ouais. c'est clair. Mais voilà, je pense que ça va aller dans ce sens-là, mais d'autant plus. Mais bon, on verra. on en reparlera dans 5 ans. On se fera un petit catch-up. Ça marche. Quand tu iras à Bon, Hawaï, super, dans 5 ans. Ok. Ouais. Avec plaisir. Bon, on a fait un beau tour d'horizon. Moi, j'avais une dernière question pour toi. Est-ce que si tu penses que le chirurgien qui est venu te voir, une fois que tu te réveilles, tu reprends un peu conscience, si t'avais pas dit, tu pourras plus jamais faire de course. Si t'avais juste rien dit. Si t'avais dit, bon bah voilà, t'es dans un sale état, on va faire un peu de récupération et voilà, mais juste si t'avais pas dit que tu ferais plus jamais de course, est-ce que tu penses que t'aurais réagi de la même manière ou pas? Ou est-ce que d'une certaine manière ça a pas été un peu une manière de, tu vois, de te provoquer et tu t'es dit, ouais, tu sais quoi, tu vas voir. Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que alors déjà pour répondre à ta question, c'est assez dur à dire. Je pense qu'effectivement si on m'avait pas vraiment si on m'avait pas mis dos au mur, je suis pas sûr que j'aurais eu un comportement aussi offensif entre guillemets. Et effectivement, t'as raison de parler comme ça parce que c'était complètement un duel entre lui et moi. Alors sans le vouloir, hein, il avait pas voulu faire ça et puis moi j'ai pas voulu rentrer. Mais pourtant c'est un fait, c'était vraiment le cas en fait. Quand il m'a dit ouais, tu pourras plus faire de tri, il m'a dit mais tu verras dans 3 semaines ta jambe tu pourras même pas la lever. Et je dis ah ouais, je pourrais pas je pourrais pas lever ma jambe. Et puis bon, hasard du calendrier, 3 semaines après, il me rend visite dans le centre de rééducation dans lequel j'étais. Et puis donc il y avait ma maman qui était là, qui me venait pour une visite également. Et il me dit bon bah allez vas-y, essaye de lever ta jambe. Et donc il s'attendait vraiment pas à ce que je la lève et moi non plus parce que j'avais pas le droit de le faire, donc j'avais vraiment pas tenté de le faire. Sauf que j'ai levé ma jambe jusqu'à son nez et donc en fait voilà, ça faisait 1-0 pour Rodriguez entre guillemets quoi. Donc si vous voulez, en fait on a toujours été un petit peu en duel sans l'être parce que comme je vous dis c'est devenu un ami et qui m'est hyper cher. Mais je pense que cette relation un petit peu compétitive, elle a aidé, ouais, elle a complètement aidé à ce que je me remette. Ouais. Là où si t'avais pas été challengé entre guillemets, peut-être que tu l'aurais juste, peut-être. T'aurais fait ta récup et ouais. Tu te serais rendu compte qu'en fait ah bah merde ça marche pas. Enfin t'aurais peut-être baissé les bras plus rapidement. Bon après. On peut pas savoir, mais je suis. On le saura jamais. Mais en tout cas on va dire que enfin cette atmosphère qui a été mise en place, il m'a stimulé à fond et je suis hyper réceptif à ce genre de remarques, etc. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé effectivement. Ouais. C'est pas pour rien que t'as dit ça. Voilà, niveau, je pense qu'il a visé juste en disant à un athlète de haut niveau pour toi c'est fini. Ouais, peut-être. J'ai un copain aussi qui est pas athlète de haut niveau, mais qui était ancien champion junior de Belgique d'escalade, qui a dépassé la cinquantaine et il fait beaucoup de vélo. Et il s'est pris une voiture il y a quelques années aussi, évacué par hélicoptère. Et le chirurgien lui a dit je suis désolé, mais vous remarcherez jamais. 6 semaines après, il remontait sur le vélo et il faisait le tour du Mont Blanc en vélo. Donc je pense que quand t'es compétiteur et d'autant plus quand t'es sportif, alors là, tu peux déplacer des montagnes. Exactement. Et puis il faut aussi bien se dire que le médecin il regarde avec son regard de scientifique. De professionnel, de médecin, et en fait il prend les choses de manière assez factuelle sans forcément prendre en compte les différents paramètres de la personne qui est sportive, etc. Et puis il dit juste la réalité à ce moment-là en fait. Et je pense que c'est un peu la vérité à ce moment-là, mais voilà, c'est aussi à nous de. Ça peut avoir un impact de malade et toi changer ta vie, quoi. Par contre, effectivement, ça peut avoir un impact de fou et c'est vrai que on en a rediscuté. Mais dans un sens comme dans un autre, finalement. Exactement. Ça aurait pu me plomber. Et ça m'a plombé. Alors, fort heureusement, ça a pas fait que me plomber, mais enfin, c'est vrai que c'est quand même assez dur à entendre. Mais je pense que c'est vraiment ce côté professionnel et enfin, je m'en suis rendu compte. Bien longtemps après parce que donc je le voyais on va dire à intervalles assez réguliers pour des consultations pour regarder le genou comment ça allait et tout et puis une fois je le vois en consulte, il me dit ouais ça va
allez, tu peux reprendre à courir sur le tapis où on est un peu en apesanteur. Ouais. Et puis en fait, ça c'était le mercredi, et puis le jeudi de la semaine d'après, je lui envoie un message, je lui fais allez, on va courir. Et puis il me fait ok. Et puis à la base, on était parti faire un petit footing de 40 minutes autour de l'hôpital. On est parti 3 heures dans les montagnes à côté de Saint-Thé, et il m'a rien dit. Donc en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a cette perspective à avoir entre le professionnel et puis après l'individu. Wow. Quoi. Ok, c'était hyper touchant comme échange, et on le sent aussi même enfin voilà, bon, nous on a le visuel, mais même je pense que dans le ton de ta voix, on sent que c'est encore frais, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc on sent vraiment l'émotion. Merci en tout cas pour nous avoir partagé tout ça. Yes. Merci à vous. Aussi de manière aussi ouverte, c'est vraiment impressionnant, et faites attention, quoi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous sur la route. Et faites gaffe aux cyclistes, bordel. Peut-être juste avant de te laisser partir, j'ai une autre coutume dans ce podcast, c'est de poser une question à notre invité. Okay. Donc toi qui es triathlète, Johan, à ton avis, quel est le meilleur moyen pour devenir triathlète ou redevenir triathlète comme c'est ton cas? Le meilleur moyen, c'est d'y aller. Enfin, c'est d'aller nager, d'aller rouler, d'aller courir. Enfin, et en vrai, il y a pas 36 solutions. Moins on se pose de questions, plus on fait. Donc, faut pas s'en poser, faut le faire. Voilà. Super. Et peut-être juste avant de te laisser partir, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet si on veut en savoir un petit peu plus sur toi et si on veut continuer cet échange déjà bien fourni et bien plein d'émotions? Les personnes qui souhaitent échanger avec moi, c'est avec plaisir. Donc sur les réseaux sociaux, c'est Johan Rodriguez, tout simplement. Après je m'étale pas forcément, mais s'il y a des gens qui veulent discuter en privé, il y a aucun problème. Je suis ouvert à ça et ça me fera même plaisir de le faire. Super, écoute, merci beaucoup Johan, comme le disait Olivier, d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci pour les leçons aussi que tu nous as données, les leçons à retirer de tout ça. On te souhaite bonne continuation, bon départ à Fréjus la semaine prochaine pour ta première D1. Merci. On suivra ça avec attention, et puis on se donne rendez-vous, comme a dit Olivier, dans 5 ans pour un petit catch-up une fois que tu seras à Hawaï. Avec plaisir. Super, merci plaisir. Johan. Merci beaucoup. Ça marche, les gars. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.